Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette émission quotidienne du 4 février. Aujourd'hui, le calme avant la tempête. On va voir ce qui me fait dire ça. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de voir actuellement sur les marchés. J'espère que vous passez un excellent dimanche déjà. Et dans ce dimanche, je pense que c'est idéal, avec le calme qu'on a sur les marchés, de prendre notre temps et juste voilà, de faire quelques updates. On va faire des updates sur le challenge 10K200K. J'ai commencé il y a un petit mois, du coup j'ai rechargé. Je vais vous expliquer sur quoi j'ai rechargé. Et on va faire un bilan sur quelques graphiques qui sont quand même intéressants et les cycles de marché avec les quelques news qu'on a. On commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On voit qu'on est plutôt bien dans le rouge, hein. Les altcoins qui prennent plutôt cher, Ordi, -7, etc. C'est listé aussi -7, mais c'est normal. Franchement, ça fait tellement pump durant les derniers mois que là c'est une toute petite correction. En vrai, c'est pas un bain de sang quoi, même si tout est rouge. C'est vraiment pas très grave. Et moi ça me va, je suis content qu'on ait ces phases de marché là, parce que je pense que c'est dans ces phases de marché où il se passe pas grand chose, où tout est calme, t'as pas tous les coins qui pètent à droite à gauche, bah, c'est là qu'il faut le travailler le plus, honnêtement, je pense, et c'est là qu'il faut prendre la meilleure décision, c'est quand tout est calme. Parce que quand tout pump, et encore on n'a pas connu de bull run, mais rien que dans les petits pumps d'altcoin pendant 1 ou 2 mois comme on a connu en octobre-novembre, quand ça pump à droite à gauche sur Twitter, t'as des coins qui viennent de partout, etc., bah t'es plus serein dans ta tête, et c'est sûr que tu prends des moins bonnes décisions parce que t'as de l'émotion un peu de partout. C'est quand lorsqu'il se passe rien comme maintenant, je pense que c'est là que donc il faut qu'on choisisse vraiment bien nos altcoins et qu'on adapte nos portefeuilles en fonction de ce qu'on pense. Donc plus on a de moments comme ça, plus j'ai de temps pour me préparer, moi ça me va. Donc niveau Bitcoin, il est toujours pareil, hein, vraiment pas trop de mouvement. Bitcoin, Ethereum, rien n'a changé. Mais encore une fois, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps en ce moment. Les volumes qui sont vraiment assez impressionnant, mais dans le mauvais sens du terme. Alors oui, on est dimanche, oui, on est le week-end, mais 12 milliards et 4,4 milliards sur Ethereum, ça me semble quand même très faible, sachant que je regarde assez souvent les volumes, de chaque début de vidéo. Ça me rappelle vraiment les volumes qu'on avait durant, je dirais, ouais, mars, avril, mai 2023, ou début de période d'accumulation, fin de période d'accumulation, là. Il se passait vraiment rien, ça bougeait pas, et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas connu des volumes aussi bas. Donc ça, c'est pour ça que je disais un peu calme avant la tempête, à cause de ces volumes très très bas. Ensuite, on continue sur Twitter. Je n'ai pas la source malheureusement, mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de stats. On voit les users, les nouveaux utilisateurs sur les blockchains de Polygon qui en ont autant que Ethereum. Et c'est assez choquant, hein. Ethereum, dans la tête de tout le monde, évidemment, c'est le plus gros leader, mais en ce moment, on est en train de voir quand même un courant de pensée, on va dire, comme si c'était un mouvement littéraire, mais voilà, un courant de pensée qui dit que Ethereum va se faire un petit peu rattraper par pas mal ses concurrents, parce qu'en réalité, Ethereum, ouais, c'était le proof of concept, oui, c'était le premier, etc. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'autres nouvelles technologies qui sont quand même très très performantes, et preuve en est que Polygon a attiré autant de nouveaux utilisateurs que Ethereum durant l'année 2023, donc c'est assez une grosse performance quand même. Après, je pense que c'est assez différent, et ça va être à différencier avec le nombre d'utilisateurs acquis pendant un bull run. Parce qu'en bear market, c'est des mecs confirmés qui viennent sur la blockchain. Voilà, t'as pas de nouveaux entrants. Pendant le bull run, c'est que des nouveaux entrants. Et généralement, enfin, en tout cas, moi, je suis rentré sur Ethereum, tu vois, comme tout le monde. Tu vas acheter des shitcoins, tu payes 50 $, tes fils, tu comprends rien et tout, t'es tout excité, tu comprends rien. Et donc, je pense que c'est quand même Ethereum qui va attirer le plus de personnes pendant le prochain bull run. En tout cas, si ça fait comme d'habitude. Quoi qu'il en est, je pense que, et c'est pour cette raison-là que moi je suis pas fan de la thématique des Layer 1, je sais pas si je vous en parle un peu après, mais ça a toujours été le cas, mais je pense que simplement ce qu'on appelle le cannibalisme en écho, c'est lorsqu'il y a des entreprises, des concurrents qui vont targeter un marché un gros marché oui, mais qui vont se bouffer de leur part de marché, et en fait c'est, parce que moi je suis pour la concurrence, je pense que la concurrence est une bonne chose, et ça attire les entreprises, des projets, etc. à devenir meilleurs, mais le cannibalisme c'est lorsque c'est trop poussé, et que c'est plus bénéfique pour tout l'écosystème. Et je pense que c'est le cas avec toutes les Layer 1 qu'on connaît déjà. Ceci dit, je mise quand même sur quelques Layer 1, mais moi je pense que les Layer 1 qui vont le plus en parce que là, il y a une liste de 10 sur la liste des 10, comment est-ce que je peux savoir laquelle va réussir à bouffer l'autre? En vrai, j'en sais rien. Je peux avoir quelques petits indices, mais en vrai, je n'aurai aucune conviction. Moi, sur la Layer 1 sur laquelle j'ai misé, c'est celle qui se différencie vraiment, comme dans une entreprise lambda en vrai. Lorsque tu te différencies, t'as un avantage comparatif. Et c'est les Layer 1 en Proof of Work qui utilisent des nouveaux modèles, des nouveaux consensus qui sont tous différents de Ethereum, Polygon et tous les Proof of Stake. Voilà. Typiquement Lithium par exemple, ou Caspa, mais Caspa, il n'y a pas encore de smart contract, etc. Ensuite, autre graphique super intéressant, j'imagine que vous l'avez déjà vu, sinon c'est très intéressant. En gros, ça a été fait il y a très longtemps. Là j'ai vu la signature, j'avais plus la date exacte en tête, mais j'ai vu la signature, donc sans doute 1875, parce que c'était fait après et c'était plus pour romancer la chose, mais je sais que c'était fait il y a longtemps. Et c'est simplement quelqu'un, sans doute connu, je ne sais pas qui c'est,
mais ça fait plusieurs années que je le vois, mais qui a essayé de timer les cycles de marché. Et je pense que la cyclicité des marchés, c'est quelque chose qui est primordial dans l'investissement, que ce soit dans la crypto, la bourse ou tout ce que tu veux en fait. Moi, je fais partie, même si on prend un peu plus de hauteur, des gens qui pensent que tout est cyclique, tu vois. Je pense que tout est cyclique, mais dans la plus grande échelle, la plus petite échelle, tu vois. L'amour, un couple, ça va être cyclique, tu auras des bons moments, des mauvais moments, mais les catastrophes naturelles, les catastrophes sur la Terre, les extinctions de masse, ça va être cyclique aussi, tu vois. Donc je pense que un peu tout est cyclique, et particulièrement les marchés financiers. Et c'est quelqu'un qui a essayé de timer ça. Donc avant toutes ces années, et c'est étonnamment accurate, tu vois, c'est étonnamment précis. Et ça fait un peu peur, mais très très précis. Donc là, l'énorme crash, bulle internet, où il a raté la crise de 2008, mais franchement ça va, Covid, etc. Et donc tout ce qu'on en voit en haut, c'est les énormes crises financières. Donc le Covid, internet, il n'y a pas la crise de subprime, etc. Donc là, la prochaine, c'est aux alentours de 2035. Et il n'en sait rien de ce qui va se passer, surtout du moment où il l'a fait, il n'en sait rien de ce qui va se passer en 2035. C'est juste qu'il prédit une sorte de cyclicité des marchés, la psychologie humaine, etc. Et là, où est-ce qu'on en a, nous? On en est ici. Donc là, c'est le moment où il faut acheter, c'est le moment où tout est bas. Il faut acheter 2023, par exemple, les actions, c'était pas cher, etc. Et ensuite, en 2026, c'est le moment intermédiaire. C'est pas le plus gros crash, mais c'est le moment où il y a pas mal de vendre. C'est bon de vendre, etc. Donc nous, au niveau de cyclicité des cryptos, c'est une coïncidence, hein, mais ça tombe particulièrement bien. Et je trouvais ça intéressant de vous le partager si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous intéresse, recherchez, parce que je pense qu'il y a pas mal d'interprétations qui étaient faites sur ce graphique-là. Et donc voilà, pour l'instant, nous, ça correspond, encore une fois, de manière, c'est une coïncidence, mais bien avec notre plan de vendre en fin 2025 pour la fin du bull run. Ensuite, on a Robert Kiyosaki qui prédit un crack boursier et recommande l'adoption du Bitcoin comme réserve de valeur. Robert Kiyosaki, je ne sais pas si ça se dit comme ça, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. C'est simplement le livre, il me semble, à ma connaissance, sur l'éducation financière qui a été le plus vendu de l'histoire. Rien que ça. Et ça t'apprend toutes les bases de l'éducation financière. Donc en vrai, c'est un bon livre. Et lorsque quelqu'un va te pousser un livre sur l'éducation financière, c'est celui qui avait bien en premier. C'est la base des bases. En gros, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif, etc. Comment t'as des actifs. Donc c'est clairement le personnage américain. Et il vend des formations. Et voilà, tout le monde l'aime bien, je trouve. Et c'est un peu un fan du Bitcoin, mais surtout de l'argent. Je trouve que moi j'ai regardé pas mal d'interviews de lui, c'est surtout un fan de l'argent aussi, surtout actuellement. C'est quelqu'un, franchement, il est intelligent, il est milliardaire, ça tant mieux. Mais je pense qu'il est un peu surcoté, si on peut parler un peu de lui comme une crypto. Et parce que lui, comme tous les vendeurs de formation, tu vois, et je dis pas que c'est mal et ce qu'il dit c'est con, mais c'est un vendeur de peur. Lui, plus il vend de la peur, plus il va vendre des formations. Pourquoi? Parce que il dit on est à l'aube d'un gros crack, il va y avoir comme 2008, tout le monde va être à la rue, tout le monde va devenir pauvre. Lorsqu'il dit ça à 1 million de personnes, et bien sur ces 1 million de personnes, t'as plus de personnes qui vont se dire putain, faut que j'achète son livre pour me former, pour me protéger et acheter de l'argent et du bitcoin, tu vois. Et du coup, lui, c'est vraiment des gens un peu comme à la Michael Burry, ça va être des vendeurs de peur, et c'est un type d'investisseur, ils vont gagner de l'argent que dans des cracks. Donc Michael Burry, il est devenu richissime pendant 2008, sauf que déjà en 2008, il était trop en avance, c'est The Big Short, pour ceux qui ne voient pas, je pense que vous voyez, il est devenu riche, il était déjà trop en avance, et là pareil, ça fait 3-4 ans qu'il repris un crack boursier de dingue, mais il perd de l'argent tous les ans à cause de ça, tu vois. Et donc moi je préfère être de l'autre côté, du côté des boules, et lorsqu'un crack arrive, parce qu'évidemment ça va arriver, et c'est pas grave, et je souffre pendant 1 an et demi, et ensuite je profite bien de tout le bull run, que ce soit dans les actions, dans les cryptos, etc. Tout ça pour dire, voilà, donc faut faire attention, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Tous les médias qui vous vendent de la peur, des cracks, etc. Il y a un moment, ils auront raison et ils vont apparaître comme des dieux, des mecs qui auront bien prévu, etc. Non, c'est juste qu'ils ont eu raison une fois sur 10. Donc voilà, moi quand on me dit ça, franchement, même il y a pas mal de médias qui me viennent en tête qui sont extrêmement pessimistes, qui utilisent des mots compliqués pour dire qu'on va à zéro. Et franchement, je prends ça avec énormément de pincettes. Voilà, et pour finir sur la cyclicité des marchés, si vous pensez comme eux, écoutez, soit, hein, c'est chacun ses avis. Pour moi, le principe, lorsqu'on est dans un marché où il n'y a pas de liquidité, dans un marché baissier, peu importe le commodities ou les secteurs, le but d'un marché baissier, c'est pas gagner de l'argent, mais c'est de ne pas en perdre, tu vois. Ou d'en perdre moins que le marché. Et le but, lorsqu'on est dans un bull market, lorsqu'on gagne de l'argent, c'est de gagner plus que son voisin. C'est tout. Donc voilà ce que j'en pense. Ensuite, c'est la news dont je voulais vous parler, mais autre news qui revient sur un peu le cannibalisme des blockchains Layer 1. On a blockchain Solana qui dépasse Ethereum en termes de volume échangé sur les DEX. Franchement, énorme milestone, Solana, il y a tous les airdrops, etc. Beaucoup de mouvements, c'est beaucoup moins cher, c'est pratique. Donc voilà, exemple de cannibalisme. Après, c'est bien pour Solana, tant mieux. Voilà, j'en ai déjà parlé. Ensuite, je vais vous faire un update sur le Discord. Je vous l'ouvre pas parce que j'ai peur qu'il y ait une notif, etc. Moi, ça m'embête. Mais je vais vous mettre le lien en description des Discord maintenant. Donc dans la description, il y aura que les liens des Telegram et des Discord. Venez nous joindre. Sur Telegram, pareil, on est 60. Il y a 20 ou 25 personnes qui nous ont rejoints durant les
les 24-48 dernières heures. Et pour qu'on soit un peu plus structuré, pardon, sous votre conseil, et j'ai ouvert un Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je vais vous update tout le challenge des 10K ou 100K. Je voulais faire un update, mais je suis déjà à 10 minutes. Au final, même que lorsqu'il n'y a pas de news, il y a cette chose intéressante à dire. Donc voilà, donc le challenge, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est on part de 100K, on part de 10K, pardon, et on arrive à 100K. Donc le but, c'est qu'on a caché directement 5K en janvier, et que tous les mois, on injecte à peu près 1000 $, 1000 euros. Donc, par exemple, là, vous voyez, en février, j'ai injecté 1900 $, parce que c'est un bon moment, etc. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à 100K, voilà. Mais je pense pas qu'à 100K, je vais tout vendre d'un coup. Parce qu'il y en a qui font ça dans leur challenge. Moi, je veux pas faire ça. Parce qu'il y a simplement un manque d'opportunités de dingue, tu vois. Si j'atteins 100K au bout de 1 mois et demi de bull market, je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, j'ai pas envie de rater tout le bull market et de vendre au bout de 1 mois et demi, tu vois. J'aurai un coup d'opportunités de dingue, donc je vais profiter. Et je dis pas non sur 200-250K par exemple. Si le marché me donne l'opportunité de le faire. Et je pense qu'avec les lignes que je me suis constitué, c'est vers ces targets-là que je peux aller, hein. C'est assez risqué comme portefeuille, c'est pas non plus un portefeuille en très bon père de famille avec du BTC, de l'ETH, etc. Donc voilà pour l'update. Et niveau concrètement, ce que j'ai fait, j'ai vendu mes ETH que j'avais gardé ici, hein. C'était clairement l'objectif. Je vous ai expliqué que j'avais acheté de l'ETH dans l'optique de les vendre très soon. Donc j'ai vendu mes ETH à perte à 8 ou 9%, je sais plus, mais très peu, pour acheter du Caspa et du Alephium. J'ai pas acheté du Tao. J'ai peut-être pas acheté le Tao, ok. Dans ma tête, j'avais acheté le Tao. Bref, donc je me suis créé une ligne de Alephium et j'ai renforcé Caspa parce que graphiquement c'est très intéressant et on va le voir. Donc on passe directement au niveau graphique. On se retrouve sur le BTC, hein, comme d'habitude, même si c'est pas grand chose, ça reste quand même le roi. Encore une fois, comme d'habitude, je reste sur mon scénario de A à B, C. Je dis pas que ça va se passer, mais je l'ai tracé lorsqu'on était là. Donc pour l'instant, on est en train de le respecter, donc je vais le laisser. Pourquoi? Pour un rappel, parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne, donc bienvenue. Mais moi, c'était au niveau weekly où j'étais fan, je préférerais qu'on vienne se reposer sur les 38 000, voire les 32 000 $, franchement. Ça paraît loin, ça paraissait 10 000 $ de moins, mais franchement, niveau graphiquement en weekly, c'est pas non plus énorme. Donc, mais là, on représente quand même pas mal de force. Donc je pense que les 38 000 $ serait vraiment bien, même pour que les BlackRock, bref, les mains intelligentes, la smart money viennent accumuler autour des 38 000 $. Moi, c'est là où je l'attends et c'est ce que j'espère qu'il va se passer. Et pourquoi, encore une fois, c'est à cause du RSI. Je m'imagine mal partir en bull run après le halving, etc. Avec un RSI qui est déjà à 70 par exemple. J'imagine bien, il y a eu le halving, petit sell the news, tu vois, tous les nouveaux qui attendaient un truc de fou, évidemment il se passe rien. Ce serait bien qu'après le halving on soit, là j'abuse, mais qu'après le halving on soit ici, ça serait idéal. Au niveau des 50 $, comme ça nous laisse vraiment du mou en weekly, sur des long time frames, pour vraiment péter sur le Bitcoin pendant un an et demi, 12-18 mois, parce que ce serait bien. Niveau Ethereum, pareil, il n'y a rien de spécial. On est toujours en milieu de range. On montre qu'on va taper le haut, le bas du range. Franchement, on peut rien savoir. Voilà, c'est tout. Rien de très intéressant à dire là-dessus. Niveau Caspa, un peu plus intéressant. On a formé une sorte de bull flag. Donc bull flag, l'idée c'est de faire une grosse impulsion haussière, une légère correction. On est quand même à moins 30%, mais ça reste léger pour une hausse comme ça. Donc une légère correction, compresser la volatilité, breakout au-dessus, venir faire un pullback et ensuite repartir à la hausse, tu vois. C'est une sorte de voilà, bull flag, une pattern. Donc j'espère que c'est ce qu'on va faire. Personnellement, moi, ça fait plusieurs jours que je vous dis que, à titre personnel, donc là, je vous parle pas du challenge 10K 200K, mais que je voulais recharger sur Caspa. Malheureusement, il ne reste pas tant que ça de stablecoin. Je pense que c'est une bonne opportunité pour charger sur Caspa, qui était quand même ma deuxième ligne, tu vois. Ça m'apporte un peu de sécurité, entre guillemets. Mais je commence à dire, comme je vous dis au début de vidéo, c'est des moments calmes, c'est là où je dis pas mal de nouveaux projets. Donc je reste en stand-by, comme ça même dans l'optique où si Bitcoin il retrace 38-35 000 $, et ben j'aurai mes stablecoins. Et si ça monte, je suis déjà positionné. Et si on continue de latéraliser, et ben tous les jours je vais apprendre sur de nouveaux projets. Et d'ailleurs sur Telegram, vous me parlez de projets qui sont très intéressants. Donc voilà, je les digue, et ça se trouve je vais les prendre en portefeuille, donc merci à vous. Ensuite, Tao, on a eu un débat sur Telegram, très intéressant, encore une fois, full constructif, donc c'est carré. Sur Tao, est-ce que c'était un bon moment pour en racheter, etc. Je pense, je vais pas m'éterniser trop dessus, parce qu'on est déjà à 15 minutes, mais ça dépend de chacun et c'est le profil d'investisseur. Par exemple, là, c'est évidemment, graphiquement, il faut pas acheter une bougie comme ça, il faut pas acheter un RSI au-dessus de 70, oui. Mais si, par exemple, comme moi, vous pensez que acheter Tao maintenant c'est équivalent à acheter de l'Ethereum à, je sais pas, 30 $ et du BTC à 50 ou à 1000 $, et si vous avez une bonne vision long terme, mais vous avez le droit, tu vois, chacun ses convictions en tant qu'investisseur,
Si vous avez ces convictions-là et que vous avez zéro Tao, ça va vous faire mal et vous attendez absolument un retracement, je pense que pour votre tranquillité d'esprit, mieux vaut commencer dès maintenant à vous mettre une petite ligne. Et parce que même si ça retrace à peu près 50%, franchement, c'est pas grave. Moi, au début, plein d'investissements, je suis retracé à 50% et ensuite je suis reparti en plus-value, tu vois. Et donc, si on se dit que c'était notre cas ici, et bah ici on a acheté un RSI à 70, oui, c'était un surchauffe, etc. déjà, mais t'avais acheté à 100 $, tu vois. Et au final, 3 mois plus tard, c'est bien. Est-ce qu'on est capable d'attendre 3 mois? Je pense que vous êtes capable d'attendre 3 mois après avoir encaissé 2 ans de bear market. Je ne vais pas dire de lean maintenant, mais juste voilà, de rentrer assez intelligemment. Bref, je vous le dis à chaque fois, on comprend. Niveau Alephium, pareil, super intéressant. C'est la crypto dont je vous parlais au début sur la Layer 1. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une tendance haussière. On a baissé et là on est en train de faire un bas, on est en train d'enregistrer un bas plus haut que le bas précédent. Donc graphiquement c'est assez sexy. L'idée c'est de continuer à faire des tendances comme ça, en sorte de montagne. Donc voilà pour Alephium. Bon, après il va pas résister, c'est tout le marché crash, mais c'est un projet que j'adore. Et franchement s'il redescend ici, bah, ce serait pour mon plus grand bonheur, on serait à moins 50%. Même si je suis déjà bien chargé sur le projet, je rechargerai au niveau des 1 $. Et parce que moi le FUD ne m'atteint pas. Là, en préparant la vidéo, j'ai fait un tour sur les graphiques, celui-là fait peur. Tous les trails, je vous passe pas mal en quotidienne. On voyait qu'on avait une très jolie structure, une belle trendline qui nous supportait à chaque fois. Nous, je dis nous pour dire moi, mais voilà, on était rentré ici, parce qu'on avait joué le support plus la trendline, et ça avait bien marché, hein. On était rentré à très agressivement, et on avait connu un plus 60%, donc extrêmement volatile. Sauf que depuis, bah, ici, on pensait que ça allait se faire supporter, en tout cas c'est ce que je pensais. Et là, on est en train de breakout à la baisse, donc très mauvais signe. En plus, c'est une magnifique bougie de cassure, donc j'espère que ça va pas continuer comme ça. Mais ça va être important d'en parler demain, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, on aura toutes les clôtures des weekly, pardon. Et donc cette trendline, c'est aussi une trendline en weekly. Et donc là, en réalité, c'est pas si grave que ça. C'est pas bon signe, ça sent pas bon, mais c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est que si on clôture comme ça, et ça se trouve, on va clôturer au-dessus, et on aura juste une mèche dégueulasse, pardon. Donc dans ce cas, c'est pas dramatique. Donc on verra demain, je la repasserai demain. Et autre graphique très intéressant que je vois très peu de monde passer, si ce n'est personne, mais bon, tant pis, c'est simplement la market cap sans BTC et ETH. Moi, c'est des graphique que je regarde souvent parce que bah, vous savez, mon wallet il est full altcoin et je pense que c'est là où tu fais le plus de bénéfices et c'est ce qui correspond le plus à mon profil d'investisseur tout simplement. Et lorsqu'on met le Gaussian Challenge sur la market cap totale des cryptos sans BTC ETH, donc encore tous les altcoins, on voit qu'on est passé au vert et ça je l'attendais depuis franchement un mois et demi. Ce signal bullish là je l'attendais au vert. Pourquoi? Parce que c'est un signal bullish que j'ai vu passer pas mal de fois en 2023 lorsqu'on s'extirpait, lorsqu'on sortait de notre zone d'accumulation sur la majorité de nos altcoins. Et bah ça, je trouve que c'est un indicateur extrêmement sympa à voir, comme ça en fin de bear market, en début de bull market. En bull market, ça n'a plus aucun sens de le regarder, même en fin de bull market, parce qu'il est trop tard. Il y a un lag trop important. Il est trop en retard lorsqu'il passe au rouge, tu vois. Donc là, il est passé en rouge ici, bah, on était déjà quasiment plus bas, donc ça sert à rien. En revanche, lorsqu'il passe au vert, et ben là, il est très intéressant, parce que lorsqu'on regarde ici, lorsqu'il passe au vert, et ben là, on a connu un énorme bull run sur les niveaux des altcoins. Et c'est pareil sur le Bitcoin, c'est pareil, vous pouvez le regarder, ça s'appelle le Gaussian Channel. Donc, ça pas pareil sur le Bitcoin, etc. Donc après, voilà, bah, tous les graphiques des market cap des altcoins, c'est très bullish. Et on voit que lorsqu'on réinjecte Bitcoin et Ethereum, il est lagué, mais il est en avance par rapport à celui que je viens de vous montrer, mais il est déjà passé vert depuis assez longtemps. Et donc là, l'idée, pourquoi pas, de venir faire un pullback dessus et ensuite repartir. Mais voilà, comme ici, et on attend ces zones vraiment paraboliques, où le Gaussian Challenge, pardon, va vraiment monter de manière assez parabolique. Et ça, tout simplement, il vient de passer au vert. Et ça me conforte dans mon choix de me positionner sur les altcoins et de profiter de ces moments de calme, comme je dis au début de vidéo, mais pour vraiment faire mes bons choix, être clair dans ma tête et avoir un portefeuille avec lequel je serai à l'aise. Donc ça, c'est une notion aussi importante. À la fin, je fais une vidéo lente, mais bon, on est dimanche, on a le temps, ça fait plaisir. C'est une notion qui est aussi importante, mais c'est être à l'aise avec ces lignes. Je pense que ça, la majorité pas mal trop de personnes ne sont pas à l'aise. À l'aise, ça veut dire quoi? Il faut connaître son portefeuille, tu vois, avant tout. Parce que dans une phase d'euphorie, tu vas acheter un wallet, une crypto parce que lui en a parlé. Tu vas acheter une crypto parce que par exemple, sur mon Telegram on en a parlé, même si je te le conseille pas. Évidemment, je te conseille l'inverse même. Mais tu vas acheter un peu des cryptos un peu de partout, et à la fin tu te retrouves 2 mois plus tard avec des cryptos, tu sais même pas ce qu'elles font. Tu sais qu'elle, elle fait un peu de, je sais pas, de sécurité, elle a un peu d'interopérabilité, tu connais pas trop tes projets, et c'est là où ta conviction va être la plus faible. Donc je pense que la priorité, lorsqu'on donne des préventes de cas comme ça, c'est d'apprendre son wallet. Il faut connaître toutes ces lignes. Il faut que si un gars te lance sur un débat sur ta 6ème ligne, il faut que tu l'écrases et que tu connaisses mieux que lui, tu vois. Et c'est là où tu auras le plus de conviction, parce que tu peux pas avoir de la conviction sur une crypto que tu ne connais pas. Moi, mes convictions, c'est Tao Kaspa. Tao Kaspa, à mon humble connaissance, tu vois, les cryptos que je connais le mieux par rapport à toutes les cryptos du monde, tu vois. Et donc je pense que c'est en adéquation avec mon profil.
Donc écoutez, bah voilà, merci beaucoup pour votre attention. Passez un excellent dimanche, reposez-vous bien. Je vous souhaite voilà, une excellente journée. N'hésitez pas à venir sur Discord et sur Telegram. On commence à faire une petite commu, c'est sympa. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.